c'est bon, on est bon. Donc on recommence la deuxième et dernière séquence de la matinée sur le même format, c'est-à-dire qu'on donne la parole dans un premier temps aux opérationnels de la bande, même si Nobatech, vous êtes à la fois dans le concret des projets et aussi dans la R&D. Donc vous, c'est intéressant, vous avez toutes les casquettes. Et c'est ça que je trouve vraiment passionnant chez vous. Donc on appelle sur scène 4 intervenants. Donc Jérôme Lopez qui est déjà là, donc qui est directeur du développement de Nobatech. Pierre Bourreau et Tessa Hubert qui sont chefs de projet chez Nobatech. Et puis enfin Sébastien Renaud qui est à la fois partenaire de Nobatech et également dans l'écosystème de Léonard et qui s'occupe de la start-up Newable dont il est cofondateur. Jérôme, vas-y. Donc bonjour à tous. Donc on va présenter cette séquence à 4. Je serai accompagné par deux de mes collègues, donc Tessa et Pierre, ainsi que Sébastien, donc qui est cofondateur de Newable. Donc la séquence, elle va être divisée en trois points. Donc je présenterai très rapidement Nobatech. Ensuite, Pierre va présenter différents cas d'usage et retours d'expérience sur l'utilisation de l'IA, notamment avec des données mesurées sur des bâtiments ou des équipements. Et enfin, Tessa et Sébastien présenteront une collaboration qui est en cours avec une expérimentation qui est en train de démarrer. Alors pour ce qui concerne Nobatech, depuis 20 ans, notre mission est de sécuriser et dynamiser les projets d'innovation et de transition avec et pour les acteurs du bâtiment et des territoires. Et pour faire ça, on s'appuie sur des compétences et des expertises qui sont développées avec mes 80 collaborateurs dans le domaine des matériaux, des procédés constructifs et de l'économie circulaire, mais également dans le domaine de la production et de la gestion de l'énergie, ainsi que dans l'évaluation des impacts environnementaux et les stratégies d'adaptation face au changement climatique, et enfin sur les usages et les nouveaux services qu'on peut imaginer autour des bâtiments. Ces compétences, elles viennent alimenter trois grands métiers. Donc un métier autour du développement de produits où on va accompagner les industriels dans la caractérisation, les essais en labo ou sur le terrain autour des innovations, et jusqu'à accompagner la mise sur le marché des produits en amenant des éléments qui vont permettre d'assurer les produits ou de les valoriser au niveau réglementaire. Ensuite, on a également une activité où on intervient soit en tant qu'AMO, soit dans les équipes de maîtrise d'œuvre avec les architectes ou avec les groupements pour participer à la conception et à la mise en œuvre de projets de construction, de rénovation ou d'aménagement, et où on va participer aux études, travailler sur la garantie des performances et dans l'intégration des innovations sur ces projets. Donc là, on parle de projets qui peuvent être du logement social, du tertiaire, des équipements publics, des collèges, des lycées, mais également des hôtels. Voilà, on travaille sur tout type d'ouvrages. Et enfin, on a une activité de conseil et d'outillage, donc où là on va plutôt accompagner les structures dans des changements de pratiques plus importantes au niveau de la structure. Ça va passer par de la formation, de la mise en place de stratégies d'études et aussi de développer des outils numériques qui vont aider à ces changements de pratiques. Et dans ce cadre-là, on est amené à travailler sur du développement numérique qui croise des data, de l'intelligence artificielle pour aider à la bonne prise de décision ou au développement de nouveaux services avec les acteurs de terrain. Donc voilà en quelques mots Nobatech. Vous dire aussi que pour développer ces compétences et ce savoir-faire, on s'appuie notamment sur des collaborations avec des laboratoires universitaires, et notamment des laboratoires universitaires de Bordeaux, qui présenteront par la suite des projets qui mènent dans ce cadre-là. Et nous aussi, dans le cadre des présentations, on va mettre en avant des collaborations avec l'Université de Bordeaux. Donc je passe la parole à Pierre, qui va donc vous présenter quelques cas d'usage et retours d'expérience. Ok, merci Jérôme.
Donc, effectivement, je vais vous présenter quelques cas d'usage. Tout d'abord, une petite introduction assez brève sur l'IA et comment on l'utilise. Juste pour dire, en fait, on fait de l'IA simplement parce qu'on peut le faire. Donc, et pour pouvoir le faire, c'est qu'il faut avoir beaucoup de données à traiter. Donc, l'IA, c'est pas un outil magique. On en entend parler tout le temps en ce moment. On voudrait l'appliquer à tous les domaines. Mais en fait, pour faire de l'IA, évidemment, il faut se baser sur de la donnée et surtout sur de la donnée qualitative, de qualité. Donc ça, c'était brièvement évoqué ce matin. Je ne vais pas en parler aujourd'hui sur cette présentation, mais on a également beaucoup travaillé sur cette notion de qualifier la donnée pour s'assurer que les modèles qu'on va entraîner, eh ben, ils sont entraînés sur des données qui sont correctes. Donc, dans le cadre du bâtiment, la donnée, elle est diverse. En particulier, on a beaucoup de données de mesure aujourd'hui, beaucoup de capteurs, le décret BACS aussi qui est entré en vigueur et qui pousse à ce qu'on ait des GTB ou de la mesure qui soit un peu généralisée à l'ensemble des bâtiments. Donc, on peut évoquer l'IA pour traiter ces informations et en particulier faire de l'IA surtout pour venir en soutien des métiers du bâtiment, donc toutes les personnes qui doivent, elles, traiter ces informations pour s'assurer que les performances du bâtiment vont être assurées, que le bâtiment va fonctionner correctement. Donc voilà un petit peu les objectifs de notre côté. Traiter cette donnée, appliquer des modèles d'IA en soutien des métiers. Alors, 4 cas d'usage. Donc le premier cas d'usage que je vous présente, c'est un projet passé qu'on a réalisé avec la SEML Route des Lasers, qui est donc une maîtrise d'ouvrage qui est ici sur la métropole bordelaise, qui a dans sa stratégie un vrai pendant pour la numérisation. Ils ont des maquettes numériques qui sont très détaillées, ils ont une GMAO aussi qui est assez fournie et des données GTB qui sont également très très qualifiées. Donc ce qui fait qu'on arrive à travailler dans un environnement très serein quand on vient pour traiter cette donnée, parce que la donnée, elle est quand même déjà très qualifiée. L'idée, c'était donc de travailler sur ce bâtiment-là avec d'autres partenaires. Donc Spinalcom, par exemple, qui développe un Building Operating System. Et donc, eux, l'objectif de cet outil-là, c'est d'agréger l'ensemble de ces informations numériques au sein d'un même outil qui centralise donc toutes les données qu'on va avoir en lien avec notre bâtiment. Et on a travaillé avec le mainteneur du bâtiment afin d'identifier différents cas d'usage et différentes fonctionnalités qu'on pouvait développer pour lui, pour l'aider dans son travail quotidien. Le premier travail qui a été réalisé, c'était donc de travailler sur ce que j'appellerais de la rétro-engineering. En gros, de regarder les données que l'on a, les données de mesure, et essayer de retrouver les différentes consignes et les lois de pilotage du bâtiment. Parce que quand on vous livre un bâtiment, on vous dit voilà, il faudrait appliquer telle règle, et puis ça bouge tout le temps. Et à la fin, vous ne savez plus trop où c'en est, et personne ne sait plus vraiment quelles sont les règles qui sont appliquées dans le bâtiment. Donc on a développé cette fonctionnalité-là pour pouvoir regarder réellement, avoir un contrôle complet sur les règles de pilotage et essayer d'identifier des incohérences ou des règles qui seraient anormales. Ensuite, on a fait d'autres développements sur la base de modèles entraînés, donc un peu comme on a pu voir ce matin sur la présentation des mines de Paris, entraîner des modèles sur l'historique des données de consommation dans le bâtiment, afin de modéliser d'une certaine manière le comportement idéal du bâtiment. Et à partir de ce comportement idéal, essayer de détecter par exemple des dérives de consommation. Donc on a le modèle d'IA qui lui est censé être ce qui devrait arriver, et puis on peut regarder l'écart entre le réel et l'idéal pour essayer de détecter des dérives. Et par ailleurs, on a également appliqué ce même principe pour évaluer les gains d'une action d'amélioration. Donc regarder sur un modèle entraîné sur le passé avant qu'une action d'amélioration, une action de rénovation ait été réalisée, et comparer les résultats de ce modèle-là avec ce qui est réellement observé après rénovation pour mesurer le gain qu'on a pu obtenir.
Donc voilà un petit peu un premier lot de fonctionnalités. On livre ça de manière régulière sous forme de rapport auprès du mainteneur, avec des graphiques qui sont le plus facilement interprétables possible pour lui. Donc ça, c'est construit avec lui. Deuxième cas d'usage, c'est le pilotage des systèmes du bâtiment. Alors là, dans ce cas précis, on travaille sur le bâtiment de GA Smart Building. Donc on reste dans le sud-ouest, mais on change de ville. On est à Toulouse cette fois-ci. Et pareil, GA Smart Building, comme le nom l'indique, ils ont aussi une forte volonté d'inscrire le numérique dans leur stratégie. Et donc on a accès aux bâtiments qui sont les locaux de leur siège social à Toulouse. Avec toujours, ce bâtiment est un terrain d'expérimentation pour eux, et on a accès toujours à des maquettes très très détaillées, à des GTB très poussés, beaucoup de points de mesure, et encore une fois des données très très qualifiées. Donc encore une fois le cadre un peu idéal pour nous pour venir et travailler sur ce type de bâtiment. Et ils ont également des systèmes qui sont assez spécifiques. En particulier pour faire tout ce qui est chauffage et refroidissement dans le bâtiment, ils ont installé des dalles actives, donc le même principe qu'un plancher chauffant, mais sur des dalles en béton. Et en appoint, ils ont des micro-pompes à chaleur RR en façade. Et donc ce système, en particulier donc le système de dalles actives, c'est un système qui a une inertie énorme. Donc au moment où vous avez froid, il ne faut pas juste appuyer sur le bouton pour que tout de suite le chauffage se mette en route. Donc il faut essayer de bien moduler comment ce système-là va fonctionner pour s'assurer que le confort des occupants va être assuré au moment où les personnes vont vraiment en avoir besoin. Et ils ont développé eux-mêmes une première approche pour piloter cette dalle active avec des modèles physiques, donc des modèles RC, pour les mentionner. Et le challenge de notre travail avec eux, c'est de voir si on arrive à faire mieux avec des approches IA. Donc, les modèles RC sont des modèles purement physiques, donc on ne regarde pas du tout les données qui sont liées au fonctionnement de cette dalle active. On modélise le comportement avec tout un tas d'hypothèses. L'approche IA, à l'inverse, c'est de dire, on va regarder les données, on va regarder ce que ça donne dans l'historique, et puis on va essayer de reproduire ce comportement-là avec un modèle, alors qu'il y a un modèle boîte noire, on ne sait pas trop comment il y arrive, mais c'est toute la magie, entre guillemets, de l'IA. Et donc on explore différentes approches, des approches qui sont purement IA basées sur la donnée, et on expérimente également des approches qui mélangent les approches IA et physique, parce que l'IA, quand on l'entraîne sur les données, elle a tendance à trop coller à ces données, et que si jamais un jour il y a un imprévu, le modèle d'IA il est perdu parce qu'il n'a pas anticipé qu'il pouvait se passer quelque chose de différent. Alors que la physique, en général, elle peut aborder ces variantes, mais par contre, elle ne va pas forcément coller suffisamment aux données réelles et à l'historique. Donc, on essaie de mélanger un petit peu ces deux mondes. Et ça, je crois qu'Enguerrand on en parlera un petit peu plus dans la deuxième présentation. Donc voilà pour ce cas d'usage qui est toujours en développement et sur lequel on travaille avec Tessa. Troisième cas d'usage, voilà. Donc là, il s'agit d'un travail assez différent. Donc là, on va partir d'un parc de pompes à chaleur géothermique. Donc on travaille sur ce projet avec le laboratoire IDESEM et puis avec un fabricant de pompes à chaleur qui nous met à disposition tout un tas de données. Donc c'est des pompes à chaleur qui sont déjà installées et qui sont déjà opérationnelles sur différents bâtiments. Et l'idée, c'est donc d'essayer de voir si on ne peut pas identifier des problématiques sur ces pompes à chaleur, donc des erreurs de fonctionnement ou des erreurs d'installation, en comparant le fonctionnement de l'ensemble de ces pompes à chaleur entre elles. Donc essayer de voir si on n'arrive pas à isoler des comportements qui pourraient être anormaux sur le fonctionnement de ces appareils, qui sont des appareils relativement complexes. Ce n'est pas mon métier, mais c'est ce
c'est ce que je comprends, c'est que c'est vraiment des outils très très compliqués. Et donc l'avantage, c'est qu'on a beaucoup de points de mesure qui sont relevés sur chaque pompe, et donc on peut travailler sur ces données. Tout à l'heure, on avait une présentation sur l'IA, les différents modes d'IA. Donc on peut entraîner des modèles sur les données historiques, donc c'est les modèles supervisés. Ici, on est sur l'IA non supervisée. En fait, on regarde les données, et puis on va essayer de fouiller à l'intérieur pour voir si on n'arrive pas à isoler des éléments qui nous permettent de dire là, il y a quelque chose qui est anormal par rapport à un comportement nominal qu'on devrait avoir. Donc par exemple, ici, sur ce graphe, ce qu'on voit, c'est qu'on a en gros un comportement nominal de l'ensemble des pompes à chaleur ici au milieu. Mais là, il y a des points singuliers qui sont observés, et par l'analyse qui en est faite, on arrive à potentiellement identifier des problèmes de surdimensionnement ou de surdimensionnement de pompes à chaleur. Donc là, on travaille avec le fabricant de ces pompes pour essayer de caractériser l'ensemble des erreurs qu'on voudrait identifier sur ce parc de pompes à chaleur et essayer de voir quels sont les critères d'analyse qu'on pourrait faire ressortir pour identifier les pompes qui ne marchent pas comme souhaité. Et le dernier cas d'usage est relativement similaire à ceux que je viens de présenter. Il s'agit toujours de comparer des éléments entre eux, mais là on ne compare pas des systèmes précis comme les pompes à chaleur, mais on va comparer différents bâtiments pour essayer de caractériser des comportements nominaux de certains bâtiments. Donc on travaille, alors à nouveau un travail de thèse avec deux laboratoires, I2M à Bordeaux et le LASI à La Rochelle, et on travaille sur le patrimoine immobilier des deux universités. Et donc le projet là s'inscrit dans un projet autour de la flexibilité, à savoir essayer d'assurer un équilibre sur le réseau électrique. Et pour ce faire, on travaille plus sur le volet consommation, et essayer de réduire la partie consommation pour pas mettre le réseau en sur-régime à des moments où on aurait besoin de lui donner un peu de flexibilité. Et pour assurer cette flexibilité, ce qu'on recherche, c'est des bâtiments sur lesquels on pourrait faire du délestage sur certains créneaux horaires afin d'assurer cet équilibre sur le réseau électrique. Donc pour ce faire, à nouveau, on va travailler sur des méthodes de clustering, donc qui sont des méthodes d'IA non supervisées. On va regarder le fonctionnement journalier de l'ensemble de ces bâtiments et essayer de trouver quels sont les patrons de consommation de chaque bâtiment pour les regrouper. Donc on a abouti à ce genre de graphique où on a environ 6 ou 7 profils de consommation différents sur un patrimoine immobilier qui est beaucoup plus conséquent avec un nombre de bâtiments important. Et à partir de ces profils de consommation, ensuite, on va pouvoir se dire que potentiellement, on peut faire un délestage entre midi et 13h sur certains bâtiments, entre 9h et 10h sur d'autres bâtiments, et ainsi de suite. Donc, essayer d'assurer ce travail de flexibilité par une caractérisation faite par l'IA. Donc, pour conclure cette présentation, je vais simplement dire aussi qu'on a, chez Nobatech, on travaille avec des outils d'IA depuis maintenant 10 ans. C'est en constante progression. Donc aujourd'hui, initialement, on était 2 à travailler sur ces outils. Aujourd'hui, on approche, je pense, la dizaine de collaborateurs qui travaillent sur et avec ces outils. Et donc, c'est une activité aussi qui s'inscrit pleinement dans la feuille de route stratégique de l'entreprise et sur laquelle on essaie de pousser une expertise et de continuer à être toujours sur les dernières technologies qui vont pouvoir nous aider. Les cas d'usage que je vous ai présentés aujourd'hui sont appliqués à ce qu'on appelle des données chaudes. Donc en gros, les données de mesure qu'on va avoir dans les bâtiments. Donc, tout ce qui est GTB, IoT et ainsi de suite. Mais on travaille chez Nobatech sur d'autres aspects également. Par exemple sur l'IA symbolique. Donc l'IA symbolique, c'est plus le fait d'essayer de modéliser la connaissance experte, la connaissance métier, de créer des modèles d'inférence ensuite avec des logiques, et puis qui vont pouvoir
donner des conseils. En fait, c'est des systèmes d'aide à la décision pour les utilisateurs. Donc, par exemple, sur la rénovation énergétique, on pourrait modéliser aussi l'expertise métier pour dire bon, ben voilà, il faudrait peut-être mieux faire tel ou tel bouquet de rénovation, sachant que le bâtiment est fait comme ci, comme ça. Donc on travaille sur ces aspects-là. On travaille également sur les traitements de données texte, en particulier texte, mais avec la volonté d'étendre à d'autres types de données, type plan, voire maquette BIM, pour extraire de l'information de manière automatique de l'ensemble des données que les gestionnaires de patrimoine, les mainteneurs, doivent gérer au quotidien. Donc en particulier, aujourd'hui, on travaille avec une start-up, Témélion, sur ces sujets d'extraction de l'information à partir de documents pour faciliter l'accès à l'information dans des corpus qui sont très très gros que les professionnels gèrent aujourd'hui au quotidien. Voilà, je m'arrête ici. Je vais repasser la main à ça. Voilà, merci. Bonjour à tous. Et déjà peut-être en préambule, avant de rentrer dans le vif du sujet avec Tessa, je voulais remercier le groupe Vinci pour l'événement. Nous, notre histoire avec Vinci, elle a commencé dès le début. Quand on a lancé Newable, on a eu la chance d'être intégré dans l'accélérateur Léonard à Paris. Et donc voilà, on est toujours heureux de poursuivre ces synergies avec le groupe. Donc l'objet, c'est on va vous présenter notre collaboration commune avec Nobatech, et je vais démarrer d'abord par juste expliquer ce qu'on fait chez Newable et comment on s'intègre dans la chaîne de valeur. Donc ça, c'est le constat qu'on a démarré chez Newable. C'est le constat qu'on a fait, c'est que tout propriétaire immobilier achète son énergie à prix fixe ou quasi fixe. Donc la courbe, c'est les prix d'achat sur un immeuble. On a un peu de variation entre heure creuse et heure pleine, mais c'est assez léger. Dans le même temps, et là on a pris la journée d'hier, hein, donc on parlait des chocs externes tout à l'heure. Ça fait un mois que la guerre en Iran est là, et donc avec toute la crise énergétique qui s'installe. Et donc on voit que la plupart du temps, dans la journée, à l'échelle de 24 heures, les prix de l'énergie vont être bien inférieurs à ce que paye le propriétaire immobilier à prix fixe. Et donc on a même cette zone entre 11h et 16h dans la journée d'hier, où l'électricité est quasiment gratuite sur les marchés de l'électricité. Et donc nous, on pense que justement, on a parlé de... il y a un grand panel d'interventions depuis ce matin sur les sujets d'efficacité énergétique. On pense que justement, activer ce levier du prix est aussi un accélérateur pour aller aussi donner un modèle économique et accélérer ces sujets d'efficacité énergétique. Et donc concrètement, chez Newable, on est un fournisseur d'énergie qui va gagner à faire consommer moins dans l'immeuble. Comment on fait ça? On ne vend pas uniquement de l'énergie, on vend surtout du résultat, c'est-à-dire qu'on va piloter les équipements, notamment de CVC dans l'immeuble, et on va s'engager sur l'efficacité énergétique et donc le résultat de ce pilotage. Notre périmètre, c'est donc les parties communes des immeubles tertiaires ou résidentiels collectifs, là où on a les équipements de production communs. Et dernier point important, c'est qu'on n'a pas d'équipement en prérequis à installer au préalable, puisqu'on a pensé cette solution comme universelle, que le bâtiment soit neuf, existant, isolé, pas isolé, avec une GTB, sans GTB. En fait, l'enjeu pour nous, c'est de s'adapter à toutes les situations. Le seul prérequis, c'est quand même qu'il y ait une production centralisée au niveau de la CVC et pas individuelle. Et donc concrètement, effectivement, comment ça fonctionne? Donc le levier principal qu'on active en termes de pilotage, vous l'avez compris, c'est le sujet production CVC. Ça repose sur un triptyque quasiment universel. Bien sûr, d'un côté, un équipement de production donc type pompe à chaleur.
couplé à notre logiciel d'intelligence artificielle qu'on développe en propre et qui nous permet de piloter et d'optimiser les trajectoires. Et le dernier point, c'est effectivement la capacité naturelle de tout bâtiment à développer sa propre inertie thermique qui nous donne cette marge de manœuvre de pilotage, on le verra. Ça, c'est ce qu'on fait dans l'immense majorité des cas, mais justement avec Nobatech, on a voulu aller plus loin, et donc sur le site que Tessa va vous présenter. Et en fait, comment on va plus loin sur ces sujets-là? En fait, on a augmenté artificiellement l'inertie du bâtiment en installant une capacité de stockage thermique, ce qui va permettre à l'échelle de la journée de complètement découpler le moment où on produit de l'énergie du moment où elle est consommée par l'immeuble. Vous l'avez compris, pour qu'elle soit produite au moment le plus adéquat en lien avec les prix d'électricité sur les marchés. Peut-être c'est ça, je peux te passer la parole. Merci. Donc effectivement, Sébastien vous a présenté le grand principe de Newable, c'est-à-dire profiter de la variabilité du coût de l'électricité pour produire au bon moment et stocker au bon moment. Nous, côté Nobatech, l'idée c'était de regarder justement comment mettre en œuvre ce principe-là, ce système-là, et aussi de le tester. Donc ça a commencé par la modélisation de ce système. Donc on a fait des choix arbitraires, on a essayé de modéliser tout un système avec arbitrairement pompe à chaleur, avec un ballon pour le stockage, bâtiment, etc. Et avec pour question centrale à quel moment on va produire l'énergie, la stocker et la déstocker. Donc ce modèle qu'on a créé, c'est un modèle dynamique. On s'est servi de Modelica comme langage et de OpenModelica pour le créer. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va à chaque instant regarder dans quel mode de fonctionnement du stockage on se situe, selon les conditions extérieures, selon évidemment les conditions tarifaires. On a un contrôle de pilotage qui est aujourd'hui on a décidé d'avoir un contrôle relativement simple, c'est-à-dire qu'il est basé sur le prix spot de l'électricité. Donc quand on a un coût qui est bas, on va produire l'énergie et la stocker dans notre ballon de stockage. Quand il est élevé, on va déstocker, sachant qu'on se base sur le prix spot de l'électricité anticipé sur 24 heures et qu'à l'instant T, on regarde en fait si on est dans un quartile bas ou élevé pour décider de ce qu'on fait. On a également développé des librairies Python en interne sur lesquelles on s'appuie pour faire des analyses de sensibilité, donc faire varier les différents paramètres de notre modèle, regarder l'impact que ça va avoir sur différents critères de coût, de performance, parfois les deux. Et donc on a pu explorer divers scénarios et on a confirmé qu'il y avait évidemment un comportement qui était fortement impacté par le dimensionnement de notre stockage et aussi les lois de pilotage, les températures de consigne du ballon, etc. Donc maintenant qu'on a fait ça, l'enjeu majeur, c'était de valider ce modèle et de le confronter à la réalité, donc regarder un peu face à des vraies mesures sur un temps représentatif si ce modèle avait un sens et ce qu'on pouvait en faire. Donc on dispose d'un laboratoire d'essai et de prototypage qui est mutualisé avec I2M, qui se situe sur le site des Arts et Métiers à Talence, où on a installé une cuve, on l'a enterrée, une cuve de 5000 litres, qui est en aval d'une pompe à chaleur et qui du coup fonctionne pour faire du stockage et délivrer cette énergie lorsqu'on a un besoin côté bâtiment. Donc cette installation, elle a été fortement instrumentée, donc on a installé des capteurs de température dans la cuve, dans la terre, à différents endroits. On mesure débit massique, pression, énergie, enfin tout un tas de choses avec un monitoring qui est prévu sur 1 à 2 années. Les objectifs, ils sont multiples. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une volonté de valider les modèles, une volonté de comparer la consommation et le coût d'un tel système face à un système, disons, avec une pompe à chaleur seule et un coût fixe, et évidemment d'explorer divers scénarios de pilotage en conditions réelles. Aujourd'hui, on a 4 possibilités de mode de fonctionnement. Donc, on peut charger la cuve au moment opportun, la décharger, c'est-à-dire alimenter le bâtiment avec,
On peut alimenter le bâtiment tout simplement avec la pompe à chaleur, comme ça peut être fait de manière plus classique. Et on a un mode qui est mixte où la pompe à chaleur va et alimenter le bâtiment et faire du stockage dans la cuve. On a aussi la possibilité de contrôler la charge thermique imposée au bâtiment. Donc on peut avoir une puissance en froid ou en chaud qui est imposée. Donc ça nous permet de tester divers scénarios. Aujourd'hui, on est sur un scénario type bureau avec une puissance, un appel de puissance qui va être élevé en journée entre 8h et 18h et un appel nul, voire nul la nuit. Mais on s'autorise à tester d'autres scénarios comme un scénario à usage résidentiel avec des appels de puissance qui seront différés de la journée. Et au niveau du pilotage, donc on prévoit un pilotage simple, comme je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire justement basé juste sur le coût anticipé sur 24 heures et cette dissociation entre coût élevé et coût faible en utilisant, comme je disais, les quartiles. Et en fait, ce qu'on veut faire, et Sébastien va vous en parler, c'est un pilotage plus avancé, plus optimisé, qui lui va du coup prendre en compte des facteurs idéaux, type la demande de bâtiment, la prévision de la demande de bâtiment, les conditions météorologiques, etc. Donc, je te laisse la parole pour la suite. Effectivement, merci Tessa. Et donc, effectivement, de passer du mode de pilotage simple à optimisé, c'est là où l'IA va rentrer en jeu. Et donc, dans notre cas, l'IA, bien sûr, elle va permettre d'optimiser les trajectoires de pilotage et surtout 24 heures sur 24, 360 jours par an. Donc, entre guillemets, tous les gains se cumulent jusqu'à faire beaucoup à la fin de l'année. Concrètement, comment ça fonctionne donc sur le terrain, on repart à la base. L'énergie électrique, elle est transformée via les systèmes de production en chaleur et donc derrière livrée au bâtiment. Nous, on a un contrôleur qui nous permet de faire le lien entre ces équipements et notre logiciel d'intelligence artificielle qui va du coup sur un jeu de données complet et complexe permettre de définir les trajectoires optimales de pilotage, finalement en redélivrant derrière des ordres très basiques aux équipements, c'est charge de ballon, décharge de ballon, produit, mais tout ça étant optimisé derrière en back-office. Le sujet, pour être précis sur les trajectoires, c'est de disposer des bonnes données. Et comme on est sur du pilotage, il y a un enjeu de modèles prédictifs, puisque les données de pilotage dépendent de ce qui va se passer dans les prochaines heures dans le bâtiment. Et donc, sur ces données d'entrée prédictives, on a tout un tas de jeux de données comme la température extérieure, par exemple, ou même les prix spot de l'électricité, sur lesquels on peut acheter facilement des prévisions assez fiables. Donc là-dessus, pas trop d'enjeux. Par contre, là où on n'aura jamais quelque chose de très fiable, on en revient sur le sujet du comportement énergétique du bâtiment et donc d'aller appliquer des modèles qui prédisent les consommations énergétiques. Et donc, plus on est fin là-dessus, plus nos trajectoires de pilotage vont être pertinentes et optimisées. Et donc, c'est là où l'IA nous aide encore. Et là, je pense qu'on rejoint aussi les thématiques qui avaient été présentées précédemment, avec des algorithmes de machine learning couplés à des modèles physiques, entraînés sur des données historiques du bâtiment en question, beaucoup plus fines que des données compteurs, ce qui nous permet derrière justement d'affiner les modèles et d'être de plus en plus performants. En globalité, entre les règles simples qu'on peut écrire sur une feuille de papier et les règles optimisées du pilotage via tout ce que je viens d'expliquer, on observe un écart, donc une diminution du prix, du coût de l'énergie produit d'environ 25%. Et donc c'est pour nous justement de nature à valider finalement l'adoption de l'IA pour aller travailler cette efficacité énergétique. Et peut-être en conclusion, je reviens aussi sur ce qui a été dit sur les équipes sur place, notamment de maintenance, parce que c'est vrai que nous, dans le jargon, on fait ce qu'on appelle du P1, donc énergie, quand les équipes de mainteneurs sont plutôt sur le P2. Et c'est vrai que
on peut faire beaucoup de choses en termes de pilotage dans les immeubles de manière automatique et optimale, mais c'est finalement on ne peut rien faire sans justement une qualité de maintenance qui sera réalisée sur le long terme. Et donc nous, on est plutôt les alliés des mainteneurs, dans le sens où on va leur libérer du temps et de la bande passante pour justement collectivement aller chercher ces économies d'énergie. Voilà là-dessus. Je sais pas si... Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci beaucoup pour votre présentation. Arnaud Van Hendrich et Aude, ingénieur conseil. Je voulais savoir quel était le modèle économique de Newable. Est-ce que vous rémunérez sur les économies ou est-ce que... Enfin, comment ça fonctionne? Oui, justement, c'est une bonne question. Je ne suis pas rentré dans le modèle économique, ce n'était pas le sujet, mais on peut en parler. Nous, comme je disais tout à l'heure, on gagne à faire consommer moins dans l'immeuble. Donc en fait, dès le premier jour, on va être inférieur au marché. Pourquoi? Parce qu'on achète différemment notre électricité, vous avez compris, de manière beaucoup plus dynamique et appliquée à chaque immeuble qu'un grand fournisseur d'énergie qui n'a pas du tout cette finesse. Et en fait, on a un mécanisme de rémunération au succès qui, en fait, en partie reconstitue notre marge à chaque pourcentage d'économie d'énergie qu'on va aller chercher et qu'on a ciblé au préalable avec le client propriétaire. Ça, c'est le modèle sur l'immobilier existant, puisqu'on a l'enjeu notamment du décret tertiaire, etc., pour aller faire ces moins 10, moins 15, moins 20% d'économie d'énergie avec sans prérequis d'installer un nouvel équipement. Bien évidemment, c'est pour aller plus loin derrière d'installer des nouveaux équipements. Petite question pour Jérôme. Vous êtes combien chez Nobatech et la proportion des effectifs qui travaillent sur des sujets de R&D partenarial? Tu en as un peu parlé là dans ta présentation, mais peut-être de façon plus chiffrée. Donc chez Nobatech, on est 80 aujourd'hui et il y a à peu près les 2/3 des effectifs qui sont impliqués sur des projets de R&D. Ils ne sont pas focalisés uniquement sur des projets de R&D, parfois ils interviennent aussi sur des services, des prestations, de l'accompagnement auprès des entreprises. Et vous, donc Tessa et Pierre, comment vous interagissez avec, vous avez parlé par exemple des partenaires de recherche de l'Université de Bordeaux, etc. C'est quoi votre lien avec le monde académique? On a on a une chaire commune, il me semble toujours, avec l'Université de Pau et une autre avec l'Université de Bordeaux. Dans ce cadre-là, on a des thèses qui sont faites, donc avec les thésards qui sont chez nous à Nobatech. Donc là, j'en ai mentionné 2 aujourd'hui, mais on a d'autres sujets, d'autres thèses en cours avec ces laboratoires-là. Donc principalement, voilà, c'est de l'alimentation un peu commune, on va dire. Nous, on peut amener un petit peu plus de côté pratique ou tout ce qui vient du besoin marché, où on est un peu à l'écoute. Et le laboratoire nous amène toutes les compétences scientifiques pour que nous, on puisse monter en expertise sur une compétence supplémentaire au sein des équipes d'ingénieurs de recherche qu'on a à Nobatech. Ouais. Et pour compléter, moi j'ai commencé à Nobatech justement en faisant une thèse CIFRE. Donc je suis arrivée déjà avec ce pied entre académie et industrie, où on était en association avec l'Université de Bordeaux. À l'époque, on travaillait sur le biomimétisme, donc pas les réseaux de neurones, d'autres inspirations biologiques, mais on avait aussi le Muséum d'histoire naturelle qui était avec nous. Donc c'est aussi comme ça qu'on fait des liens et qu'on va s'associer avec des compétences diverses et qu'on est capable sur certains projets de toujours avoir cette interdisciplinarité qui permet d'explorer beaucoup de sujets. Donc on a beaucoup un pied académique, industrie, et dans beaucoup de projets, comme l'a dit Pierre, c'est grâce à ça qu'on est aussi capable d'aller chercher les compétences quand on les a pas chez nous, quoi. Peut-être une petite question pour Sébastien. On a parlé de ton business model, des premiers clients pour Newable.
Oui, effectivement, on existe depuis un peu plus d'un an et nos clients principalement, c'est les majors de l'immobilier tertiaire, donc qui ont des immeubles type immeubles de bureaux, centres commerciaux, logistiques, etc., qui sont concernés directement par plusieurs réglementations un peu court terme, le décret tertiaire qui arrive dans quelques années, et donc aller chercher, optimiser ces équipements existants en allant chercher des économies d'énergie, ça les intéresse beaucoup. Mais aussi d'autres réglementations comme le décret BACS, auquel on apporte aussi une réponse avec notre approche. Et bien évidemment, on Rouge citait deux typologies, hein, c'est l'immobilier tertiaire, mais aussi le résidentiel collectif, puisque là, on est plutôt dans une logique d'aller optimiser les charges pour les locataires. Nous, on s'engage sur l'efficacité énergétique, donc le fameux COP pour les sachants, et donc ça donne une garantie supplémentaire pour le développeur de projet, pour derrière minimiser le coût. Il y a les études théoriques, mais il y aura ce qui sera réalisé sur le terrain, et donc c'est aussi un levier à activer intéressant. Merci beaucoup, je pense qu'on peut les applaudir à nouveau.